Bonjour, c'est Laurent Gounel, vous êtes sur InPower et bien sûr vous pouvez vous abonner si vous désirez soutenir le podcast. À bientôt. Bonjour Laurent. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci. Je suis très contente de te recevoir. Pour l'anecdote, moi j'ai lu L'homme qui voulait être heureux. Je crois que c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, pendant que je traversais une période très difficile. Et il m'a fait beaucoup de bien ce livre. Donc voilà, je voulais te remercier en direct. On va parler de pas mal de choses dans cet épisode, parce que comme je te le disais là, juste avant de commencer, moi je viens de sortir un livre un peu contre le développement personnel. Donc tu m'expliquais que mine de rien, toi tu pouvais l'être aussi. Tu vas nous partager un peu ta vision des choses et voilà les messages que tu veux partager dans tes différents ouvrages. Mais la première question que je pose à tous mes invités, et je suis particulièrement curieuse de savoir comment tu vas y répondre, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Voilà. Alors je ris parce que figure-toi que aussi loin que remonte ma mémoire, à chaque fois qu'on m'a demandé de me présenter, je me sentais un peu mal, tu vois, j'ai comme un peu perdu en me disant mais qu'est-ce que je vais dire ? Et en fait, je trouve que c'est super dur de se présenter. Parce que quand on se présente, on a tendance à dire ce que l'on fait, quoi. Donc en effet, je peux dire, voilà, je suis écrivain, j'écris des romans, je peux dire pourquoi, mais en même temps, ça dit assez peu de choses de qui je suis, quoi. Parce que qui je suis va bien au-delà de ce que je fais. Et j'en veux pour preuve que, tu vois, j'ai exercé 4 métiers dans ma vie. Donc là, j'ai 57 ans, ça fait seulement 15 ans que j'écris à temps complet, quoi, que c'est vraiment mon métier, quoi. Mais mes 3 autres métiers n'avaient rien à voir et pourtant j'étais toujours le même, quoi. Tu vois, je n'ai pas changé en tant que personne, j'ai évolué bien sûr, j'ai appris des tas de choses. Donc bref, je vais quand même essayer de répondre à ta question. Donc qui je suis, donc moi, j'ai dit ce que je faisais. Après pour parler de moi, je peux donner mon âge, je peux parler de mes origines. Moi j'aime bien parler de mes origines. Alors, moi je suis un pur produit européen. J'ai des origines d'un peu partout en Europe, donc beaucoup d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre. J'ai aussi un petit peu d'origine en Grèce, pas mal en Lituanie. T'as fait un test pour savoir tout ça? Ouais, okay. J'ai fait un test génétique. Alors je savais par mes parents certaines de ces informations et j'en ai découvert d'autres, sachant que j'ai un grand-père maternel qui a été abandonné à la naissance. Et donc il y avait un gros point d'interrogation sur qui était son père. Bon, il était vraisemblablement anglais puisque j'ai 42% de gènes anglais, c'était une découverte pour moi. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Quand tu dis que tu n'as pas changé, qu'est-ce qui ferait qu'une personne change et non pas simplement évolue? En fait, tout dépend de ce qu'on entend par une personne. C'est-à-dire, il y a au moins 2 choses qui ne changent pas dans notre vie. D'abord, notre personnalité. La personnalité, c'est quelque chose dont les psychologues aujourd'hui affirment qu'elle est innée. D'accord. Et puis d'ailleurs, tous ceux qui ont eu au moins 2 enfants le savent. Quand ma seconde fille est venue au monde avec mon épouse, on a tout de suite vu en 5 secondes qu'elle n'avait pas la même personnalité que sa sœur aînée. Ça se voit tout de suite. Tous les parents le savent, quoi. Donc la personnalité ne change pas. D'accord, on peut se libérer de sa personnalité, notamment du carcan qu'elle peut nous imposer parfois, quoi. Pour moi, par exemple, j'ai une personnalité qui est plutôt centrée autour des peurs. Donc mon travail dans la vie était de me libérer de mes peurs. Donc j'ai toujours la même personnalité, mais j'ai évolué au sein de ma personnalité. Donc ça, voilà, la personnalité ne change pas. Après, il y a une chose qui peut-être ne change pas et en même temps, c'est difficile de la définir, c'est l'âme. Alors, les scientifiques diraient la conscience. Mais là encore, qu'est-ce que c'est que la conscience, quoi ? Certains scientifiques pensent que c'est quelque chose qui apparaîtrait dans le cerveau au moment d'un certain degré de complexité neurologique. Mais de plus en plus de scientifiques pensent que c'est pas forcément dans le cerveau en fait que naît la conscience, quoi. Et on n'a pas vraiment de réponse. Mais quand on s'intéresse aux EMI, par exemple, à les expériences de mort imminente, quand on a par exemple des aveugles de naissance qui vivent une EMI, donc qui frôlent la mort, et puis qui vous disent quand ils reviennent, et s'ils reviennent à la conscience, bien sûr, je me suis vu pour la première fois de ma vie, j'ai vu tout ce qu'il y avait dans la pièce, ils sont capables de décrire, les médecins, les soignants, tout ça, la déco, et même ce qui se passait dans la pièce à côté, pendant qu'ils étaient inanimés. Ça interpelle, quoi. On se dit, peut-être que la conscience n'est pas enfermée dans la boîte crânienne. C'est quoi ton interprétation personnelle de l'âme et de la conscience? Alors, mon interprétation personnelle, mais ce n'est pas une religion, c'est-à-dire pour moi, je ne peux pas l'affirmer, je ne peux pas être certain que c'est la vérité, c'est plus un sentiment, une sorte de conviction petit à petit que j'ai élaboré au fil de mes lectures, de mes expériences. C'est que je pense que l'âme existe indépendamment du corps et s'incarne d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi est-ce qu'elle s'incarnerait d'ailleurs dans ce corps qui nous permet de vivre pendant quelques décennies, on va dire? Eh bien, mon sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment, est que l'âme s'incarne parce qu'elle a besoin de ce qui est à l'opposé d'elle-même. Donc l'âme ou la conscience, on pourrait dire, c'est de l'esprit pur. Et l'opposé, ça va être la matière. Donc elle a besoin de son opposé, donc un corps, pour se connaître,
pour se connaître et réaliser des choses. Et donc, si c'est le cas, je mets vraiment du conditionnel, à ce moment-là, ça veut dire que le sens peut-être de la vie sur Terre, de chacune de nos vies, serait d'expérimenter un certain nombre de choses pour se réaliser. Donc c'est réaliser pour se réaliser, c'est intéressant d'ailleurs. Et se réaliser nous permet de réaliser qui l'on est, donc permet à notre âme de savoir qui elle est. Donc je pense qu'on a besoin de se frotter un peu au quotidien, on a besoin de se frotter à un certain nombre d'expériences et aussi à l'échec. Et c'est en cela où je rebondis sur ce que tu évoquais tout de suite. Par rapport au développement personnel, j'aime le développement personnel qui nous permet d'évoluer en tant que personne et en tant qu'âme. Par contre, je me méfie beaucoup du développement personnel qui vise à être beaucoup plus performant, d'avoir un objectif de vie et de foncer sur le meilleur chemin pour ne pas échouer. Non, je pense au contraire que les écueils sont très utiles dans la vie. Moi, les échecs que j'ai vécus, et j'ai vécu de lourds échecs, notamment au début de ma vie professionnelle, ont été un cadeau pour moi. C'est ce qui m'a fait avancer, c'est ce qui m'a permis de me connaître, justement, de savoir ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'avais au fond de moi, et ça m'a permis de progresser, même si c'était pas agréable dans l'instant. Quand est-ce qu'est née ta sensibilité à la spiritualité ? Assez tardivement, je dirais à la louche, je dirais vers la quarantaine. En fait, mes parents avaient des religions différentes. Ma mère était catholique, mon père protestant. Alors ça peut sembler proche, puisque ce sont deux religions chrétiennes. Oui, mais en même temps, elles étaient suffisamment éloignées pour que ce soit un peu la guerre sur ce plan. Donc il était hors de question pour mon père que j'aille suivre le catéchisme catholique. Pour des raisons pratiques, je ne pouvais pas suivre non plus le catéchisme, l'école du dimanche protestante. Du coup, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Et mon père était un pur scientifique. Il était professeur et chercheur en physiologie, quoi. Du coup, j'ai plutôt hérité d'une vision scientifique, donc un peu athée du monde. Et puis, je me suis surtout pas posé trop de questions, quoi. Et c'est seulement, en fait, après avoir beaucoup travaillé sur moi pour résoudre mes problèmes, mais à un niveau psychologique, d'accord, donc je l'évoquais tout à l'heure, essentiellement me libérer de mes peurs, qu'au bout d'un moment, et c'est un phénomène naturel, je pense que tout le monde peut rencontrer, quand on a globalement résolu ses problèmes et qu'on est à peu près bien dans ses baskets, on s'intéresse beaucoup moins à sa personne. Donc moi, je me suis mis à m'intéresser beaucoup plus aux autres déjà, et aussi à ce qui me dépasse, quoi. En disant, ok, maintenant je me sens à peu près bien, quoi. Mais pourquoi je suis là au fait ? Qu'est-ce que je viens faire sur Terre ? Et puis d'ailleurs, quel sens a la vie, quoi ? Je vais être là pour aller, si j'en crois les statistiques, 80 ans, so what, quoi ? Qu'est-ce que je vais faire pendant ces 80 ans ? Et puis est-ce qu'il y a un après ou est-ce que c'est la fin de tout ? Et donc ces questions ont émergé pour moi à peu près à la quarantaine. Quand est-ce que tu te dis, là, je sens qu'il est vraiment temps de commencer un travail sur moi-même ? Moi, c'est la souffrance qui a déclenché ça, quoi. C'est la souffrance parce que j'ai été confronté d'abord à une souffrance personnelle parce que depuis mon plus jeune âge, j'étais excessivement timide et j'avais peur des autres, à tel point que, tu vois, enfant, moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu vraiment des camarades. Je crois que je suis allé à un anniversaire de toute mon enfance. Ah ouais. Tu vois. Donc en fait, j'avais tellement peur que je me planquais, quoi. Donc, t'avais peur, t'arrives à identifier de quoi t'avais peur ? Déjà, j'avais peur qu'on me casse la figure, parce qu'en tant que garçon, tu sais à quel point les garçons sont bêtes, ils sont bourrés de testostérone, et du coup, ils sont violents, quoi. Donc moi, j'avais une peur bleue qu'on me casse la figure, vraiment, hein. Du coup, je préférais être seul dans un coin de la cour récréation, si possible, pas trop loin des maîtresses qui discutaient, plutôt que jouer avec le camarade. Ce qui est évidemment dommage, que je me suis privé d'expérience, hein. Je parlais de l'importance d'avoir des expériences dans la vie. Mais bon, c'était comme ça, quoi. Donc j'avais une vie en fait de planqué, quoi. Et puis ça a duré un certain temps, mais quand je suis arrivé jeune adulte, j'ai compris que j'allais avoir une petite vie si je continuais à me planquer des autres, quoi. Et en même temps, tu vois, ça a été suffisamment fort pour conditionner le choix de mes études. Moi, j'ai fait des études économiques et financières à la base. Et en fait, avec le recul, je sais que j'ai choisi ça pour avoir un métier qui, le croyais-je en tout cas, me mettrait un peu à l'abri des autres. Je serais là, je m'imaginais avec des papiers, des chiffres, un ordinateur, mais pas de relations humaines. Et comme les relations me faisaient peur, ça m'allait bien. Sauf qu'en fait, c'était pas ma nature. C'est la différence entre la personnalité et l'âme, sans doute, tu vois, ou la nature de la personne. Et à la fois, j'avais peur des gens, mais en fait, j'ai découvert que malgré tout, les gens m'attiraient et ils m'intéressaient, quoi. Donc c'est ça qui a été le déclencheur pour moi de me prendre en main en disant j'ai assez souffert, maintenant j'en ai marre. Donc j'ai commencé à me plonger dans des lectures, beaucoup de lectures, ensuite des formations, ensuite après même une thérapie. J'ai travaillé avec une thérapeute, une coach. Et puis ça m'a aidé en effet à me libérer de mes peurs et du coup à pouvoir beaucoup plus savourer les relations avec les autres, quoi. Quelles erreurs tu as fait à cette époque ? Ou en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être entament un travail sur eux-mêmes, qu'est-ce que tu leur
déconseillerais de faire? C'est étonnant comme formulation par la négative. Moi, je dirais que déjà, ce que je conseillerais plutôt, désolé, je réponds par la positive. En fait, moi, je conseillerais d'aller voir un professionnel, donc un psychothérapeute. Moi, pourquoi je l'ai pas fait au début? Parce que c'est une question culturelle, en fait. Dans ma famille, les psys, c'était pour les fous. Donc, comme je ne me considérais pas comme fou, si tu veux, j'aurais eu trop honte d'aller voir un psy, tu vois. Et finalement, je l'ai fait, mais des années après. Et ça m'a fait progresser à une vitesse folle, tu vois. Chacun son métier, quoi. Et donc, il y a des gens dont c'est le métier de nous aider. Il faut avoir le courage d'y aller, je pense. Il faut juste trouver la bonne personne, parce que dans le domaine de la psychothérapie, il y a vraiment de tout. Il y a à boire et à manger. Et puis, il faut aussi accepter de peut-être pas choisir d'entrée de jeu le bon thérapeute. Donc ça, on s'en rend compte assez vite, tu vois. Si on a le sentiment de ne pas progresser, tourner rond ou autre, faut pas hésiter à changer à ce moment-là, sans zapper bien sûr tout de suite, mais voilà. Donc ça, je conseillerais ça. Mais il y a une autre raison pour laquelle je le conseille, c'est que c'est super difficile d'avoir conscience de ses propres schémas de pensée, de ses propres schémas cognitifs, tu vois. Tout comme de ses propres défauts, d'ailleurs. On est tous très, très doués pour repérer les défauts des autres. À commencer par ceux de nos conjoints. Mais c'est beaucoup plus dur de voir les nôtres, tu vois. Bon, tu me diras, il suffit de demander aux autres. L'inverse, du coup. Mais en général, c'est bizarre, mais on pose rarement la question aux autres, tu vois. On aime que les autres voient nos qualités, nos atouts. On n'aime pas trop qu'ils voient nos défauts. D'ailleurs, on est très doués pour les cacher. Et notamment, d'ailleurs, dans les relations amoureuses, en début de relation, on est parfait subitement, on n'a plus nos défauts, t'as remarqué? Ouais. Et je pense que c'est très inconscient en plus, quoi. Mais oui, c'est inconscient, c'est pas le fruit d'un calcul machiavélique. Parfois, mais. Parfois, sans doute, oui. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous pousse à montrer finalement le meilleur de nous-mêmes. Et c'est comme ça pour chacun. C'est pour ça que c'est finalement assez facile dans un début de relation de couple. Puis après, le naturel revient au galop, comme le dit le dicton. Et donc finalement, on s'autorise à exprimer finalement nos petits travers, et puis c'est comme ça qu'on devient un petit peu plus pénible aux yeux de l'autre. C'est le jeu. C'est le jeu. À quel âge tu entames ta thérapie? Je pense à peu près à la louche vers 27 ans, je pense, 27-28 ans. C'est assez jeune, mais c'est grâce aux échecs que j'ai subis. J'ai subi des échecs professionnels au début de ma carrière, parce que je m'étais trompé de voie, comme je l'ai un peu évoqué. Tu penses qu'on peut se tromper de voie? Tout dépend quel sens on donne au mot, si tu veux. Ce qui est sûr, c'est que moi, je me suis orienté vers des métiers financiers, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, et honnêtement, je ne suis pas fait pour ça, quoi, tu vois, à tout point de vue. D'abord, je n'ai pas d'appétence particulière pour le monde des chiffres, d'une part, et d'autre part, je manque d'une certaine rigueur par rapport à ça. Je me souviens quand j'étais chargé d'études financières, on me demandait par exemple des comptes d'exploitation prévisionnelle, et j'avais mon directeur qui venait me voir, qui s'arrachait les cheveux en me disant mais ils sont faux tes comptes, regarde, il y a 20% d'écart avec le réel. Et je dis ouais, 20%, c'est pas énorme non plus, quoi. C'est la marge d'erreur. Voilà, c'est ça. Donc je pense que voilà, j'étais vraiment pas fait pour ça. Et il a fallu que j'accumule un certain nombre d'échecs professionnels. Et pour parler simplement, j'ai fini par me faire virer, mais c'était mérité. J'en ai jamais voulu mon employeur. C'est il y a 30 ans, quoi. Bon, alors j'ai pas aimé dans l'instant. Je me suis retrouvé au chômage. C'est pas drôle pour ceux qui ont connu. Surtout que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je veux plus retourner dans la finance. Mais en même temps, tous mes diplômes étaient dans ce domaine, quoi. J'avais fait 5 ans d'études. J'avais investi 5 ans d'études dans ce domaine. Donc ça a été difficile. J'ai traversé une vraie crise. Et finalement, il a fallu que je touche le fond du gouffre pour rentrer en contact avec mes envies profondes, qui n'avait rien à voir avec ça, et j'ai compris que finalement j'aimais les gens, que ça faisait quelques années que pour résoudre mes problèmes, là, je me formais à la psychologie, à toutes ces choses-là, et j'ai décidé de faire de ma passion mon métier, pour reprendre la définition du bonheur de Balzac. Voilà. Ça ressemble à quoi le fond du gouffre? Le fond du gouffre, c'est on se sent super mal. État dépressif, donc tout le monde voit à quoi ça ressemble, et une angoisse terrible sur l'avenir. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai l'impression d'être bon à rien, sauf dans le domaine que je quittais, et que je n'aimais pas, quoi. Et vraiment j'avais des angoisses, que je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la première étape pour se relever, pour sortir de ce marasme? Parce que parfois l'écueil, c'est qu'on se complaît dans ce marasme d'une certaine manière, parce qu'en fait c'est trop difficile juste d'essayer d'en sortir, quoi. Oui. Bon, alors déjà, je pense que là aussi, il faut se faire aider, quoi. C'est vraiment important. Il y a des gens dont c'est le métier, quoi. Maintenant, moi, je pense que ma tactique à l'époque était de m'agiter, quoi. Donc, j'ai essayé de créer... Dans le doute, partout dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est une journaliste de Libé qui avait qualifié mon parcours de trajectoire de poulet fraîchement décapité. Il y avait un peu de ça, un peu de poésie.
Donc j'ai essayé de créer une boîte d'import-export à l'époque, mais c'était pas non plus mon truc, donc ça n'a pas marché, j'ai planté la boîte. Donc vraiment, j'ai cumulé les échecs. Et en fait, je pense que ça a été nécessaire de me frotter à la réalité pour savoir ce que j'avais au fond de moi, ce que j'avais dans le ventre, finalement, et qu'est-ce qui me plaisait. Et en fait, il s'est passé aussi quelque chose, et il faut que je te dise, c'est après avoir cumulé les échecs, alors qu'au début, j'avais tout fait pour le cacher à mon entourage, même à ma famille, j'avais pas le courage de dire j'ai été licencié, je suis au chômage. J'avais honte, quoi, vraiment. Hein. Donc je le cachais, donc je disais je suis en création d'entreprise. Alors c'était pas un vrai mensonge, puisqu'en effet tout de suite j'avais essayé de créer une entreprise. Mais bon, par contre j'avais quand même caché qu'on m'avait viré, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai dû cracher ma Valda, hein, parce que tout le monde se demandait quand même ce que je faisais. Et j'ai réalisé un truc dingue. J'ai réalisé que personne m'avait quitté, quoi. C'est-à-dire, ma famille m'avait pas quitté, mes amis étaient toujours là. Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait les gens ils en avaient juste rien à faire de ce que je réussissais ou de ce que j'échouais, quoi. Même de ce que je faisais, finalement, il m'aimait pour d'autres raisons, pour qui j'étais, sans doute. Et du coup, ça m'a donné une permission incroyable de faire finalement ce que je voulais. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que j'ai su ce que je voulais faire, quoi. C'était quoi ? En fait, c'était humble. Hein, je voulais devenir formateur dans ces domaines qui m'intéressaient depuis quelques années. Je dis humble parce qu'en fait, dans ma famille de scientifiques, si j'avais dit ça après le bac, par exemple, je serais passé pour le raté de la famille, quoi. C'est-à-dire vraiment dans ma famille, il fallait avoir une profession intellectuelle supérieure. Ou cadre dans l'entreprise, voilà, c'était super important. Devenir formateur en communication interpersonnelle, honnêtement, ça ne le faisait pas, quoi. Mais là, j'étais au chômage depuis 2 ans, donc je pense que mes parents, ils voulaient surtout que j'ai un job quel qu'il soit, quoi. Et donc je pense que voilà, ça les a rassurés et je me sentais libre de faire ce que je voulais. Et c'est cette liberté qui m'a permis de décider. C'est assez fou l'impact des croyances intériorisées et qui peuvent nous poursuivre. Comment est-ce qu'on peut identifier nos croyances limitantes et comment toi, tu as réussi à les dépasser ? Alors, certaines sont plus faciles à identifier que d'autres. Celles qui sont peut-être le plus faciles à identifier, ce sont les croyances limitantes sur nos capacités. Par exemple, il y a un projet qui te tient à cœur, mais en même temps, il y a par exemple une petite voix en toi qui te dit « Oui, mais tu n'y arriveras pas. Oui, mais tu n'as pas le diplôme. Oui, mais tu n'as pas les moyens. Tu n'es pas légitime pour faire ça. » Donc ça, c'est une croyance limitante sur les capacités, c'est-à-dire que tu ne te crois pas capable. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'on a une croyance limitante sur les capacités ? C'est qu'il y a une question que l'on ne sait pas poser, qui est une question qui commence par comment. Comment faire pour ? Et si on ne sait pas poser objectivement la question comment faire pour, il y a de fortes chances qu'on en arrive à une croyance limitante, je ne suis pas capable de. Donc la solution, elle est de répondre à cette question, de poser, ok, ce projet me tient à cœur, comment faire pour le mettre en œuvre ? Comment faire pour le mettre en œuvre ? Et peut-être en effet qu'il faut que j'acquière des compétences. À ce moment-là, je peux aller passer par la case formation ou demander à des gens qui sont déjà dans le métier de me former. Enfin, il y a plein de moyens d'acquérir des compétences. Je peux lire des bouquins, etc. Comment faire pour ? Ça, c'est la façon de se limiter les croyances limitantes sur les capacités. Après, il y a des croyances qui sont souvent bloquantes et qui sont plus profondes et souvent inconscientes. Moi, je me souviens quand j'ai un passé de consultant formateur. Donc, quand j'étais consultant, je me souviens d'un client à un moment donné, par exemple, qui avait très envie de devenir chef d'entreprise. Il en avait les capacités et en fait, il se l'interdisait. Et même quand il a essayé, après, il s'est saboté inconsciemment. Pourquoi ? Parce qu'il était d'une famille de syndicalistes. Et donc, dans sa famille, le patron, c'était un méchant, quoi. Il voulait pas être un méchant, lui, il était gentil, quoi. Et donc, il y avait une espèce d'incompatibilité dans son esprit, c'est-à-dire sa croyance, c'était un patron est forcément un salaud, quoi. Donc, il pouvait pas être patron, donc il pouvait pas réussir comme ça, quoi. Comment il aurait pu s'en départir, à ton avis ? Là, vraiment, pour se libérer de ce genre de croyance, il faut de l'aide. Ou se frotter à la réalité, mais une fois de plus, ça ne suffit pas forcément de se frotter à la réalité, ça veut dire se jeter à l'eau, mais ça ne suffit pas toujours, parce qu'on peut se saboter, on peut saboter nos projets dans ces cas-là, sans s'en rendre compte, quoi. Ça vaut le coup d'être aidé, quoi. Quelles sont les plus grosses croyances dont tu t'es départi ces 20 dernières années ? La plus grosse croyance, alors c'était il y a un petit peu plus de 20 ans, mais c'était le monde est dangereux. J'avais vraiment cette croyance, j'avais peur de tout. J'avais peur des gens, tu l'as dit, mais j'avais peur aussi des microbes, j'avais peur à l'époque, c'était la guerre froide, des missiles soviétiques tournés vers l'Occident, j'avais peur des araignées, j'avais peur de tout, quoi. De tout, c'est affolant, quoi. Donc ma vie, c'était me planquer, me mettre à l'abri de l'objet de mes peurs. Et comme elles étaient nombreuses, je faisais pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce qui t'a aidé en thérapie ? Qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un de passer du stade de je suis effrayé de tout et de tout le monde à presque je bouffe le monde, quoi. Alors,
y a le fait de se jeter à l'eau, c'est-à-dire en fait d'aller à l'encontre de l'objet de ses peurs. Maintenant, C'est attention. l'exposition, non, c'est pas. Ouais, en fait, il faut quand même faire attention parce que la peur, c'est une émotion naturelle qui a une fonction. Cette fonction, c'est de nous avertir d'un danger. Donc, parfois, quand on a peur, ça correspond à un danger réel. Donc là, il ne s'agit pas de se mettre en danger. Ce serait pas très déontologique de ma part de conseiller ça, ok ? Donc, il faut essayer de faire la part des choses. Mais en général, les gens ont conscience que certaines de leurs peurs sont assez irrationnelles. Moi, je me rendais bien compte que l'araignée n'allait pas me tuer, quoi, d'accord ? Et que tous les gens n'allaient pas me sauter dessus me sauter dessus dans la rue et que j'avais un système immunitaire qui me protégeait quand même assez bien des microbes. Donc je me rendais bien compte que c'était irrationnel, sauf qu'il suffit pas d'avoir conscience de l'irrationalité de nos peurs pour s'en libérer. Mais quand on sait que c'est irrationnel, à ce moment-là, on peut conseiller en effet d'aller se confronter à nos peurs, bref, se jeter à l'eau. Moi, par exemple, pour me libérer de ma timidité, je me suis inscrit à des cours de théâtre. Alors, dites pas ça à des profs de théâtre parce qu'ils détestent que les gens s'inscrivent à leurs cours pour se libérer de leur timidité. Ils le veulent et c'est bien légitime que des gens fassent du théâtre par amour du théâtre. Okay. Bon, cela étant dit, j'ai développé l'amour du théâtre. J'en ai fait pendant 5 ans à l'époque. Mais voilà, j'ai même pris des cours d'improvisation théâtrale. Donc je me suis vraiment jeté à l'eau. Parce que on peut même pas se raccrocher à un texte. Quoi. C'est assez flippant quand même. Ouais. Ça passe ou ça casse. C'est pas forcément conseillé à tout le monde. Donc à chacun de sentir s'il peut se le permettre ou pas. Moi, en tout cas, ça m'a libéré de beaucoup de choses. Quoi. Donc j'ai fait ça. Après, j'avais peur du vide. Ça, je t'en ai pas parlé, mais j'avais le vertige. Donc je me suis inscrit à des cours de parapente. Wow. Voilà, je me suis élancé du haut d'une montagne, j'ai eu 600 mètres de vide sous les pieds, ça fait à peu près 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Et ça t'a vraiment aidé ? Ah ouais. Parce que moi j'ai cette théorie, voilà, vu que maintenant j'aime beaucoup déconstruire, et notamment en ce moment le développement personnel, j'en ai marre de cette injonction à sortir de sa zone de confort. Je trouve que parfois c'est une forme de masochisme gratuit. Moi j'ai peur du vide. J'aime pas le vide, après c'est pas une phobie, mais en tout cas voilà, par exemple sauter en parachute, c'était un truc qui me faisait hyper peur, voilà, concrètement. Et donc quand j'ai réalisé pour un projet vidéo ma bucket list, donc la liste des choses que je voulais faire avant de mourir, je me suis dit sauter en parachute parce que il faut sortir de sa zone de confort, il faut dépasser ses peurs. C'était horrible. C'était horrible, je n'ai pas apprécié une seule seconde du truc. Et vraiment à la fin je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il y a cette forme d'injonction à aller à l'encontre ? Si je m'étais écoutée, je savais très bien que je n'avais pas envie de le faire. Bien sûr. Et donc c'est difficile de trouver l'équilibre entre faire parce que ça nous permet fondamentalement de progresser, de s'avancer, et juste accepter que c'est pas pour nous, quoi. Alors tu as parfaitement raison d'évoquer ça, et je pense en effet que c'était pas nécessaire de faire un saut en parachute. En fait, la question, il suffit de se la poser à soi-même. C'est-à-dire, en l'occurrence, est-ce que cette peur, mais pour ne parler que des peurs, ça peut être autre chose, ça peut être une problématique de colère, ça peut être une problématique d'image, genre quelqu'un est super sensible au regard des autres. Et la question, c'est est-ce que ça me pourrit la vie ou pas ? Voilà, si ton vertige ne te pourrissait pas la vie, garde-le. Ouais. Bon, d'ailleurs, les psys, en général, refusent de traiter les phobies, la phobie du vide, parce qu'ils considèrent que c'est protecteur, justement. C'est utile d'avoir peur du vide, quand même. Ça évite de se mettre en danger. D'accord. Et oui. Donc, c'est vraiment la question à se poser. Moi, mes relations aux autres, ma peur des autres me pourrissait la vie. Tu vois, je ne pouvais plus vivre comme ça, je ne supportais plus. Donc, ça valait le coup d'aller, tu vois, de sortir de ma zone de confort et me mettre un peu en danger. Tu vois, ça a été libérateur pour moi. Mais, tu vois, ça aurait pu être d'autres peurs pour lesquelles il n'était pas nécessaire, en effet, de sortir de ma zone de confort. Et je suis d'accord avec toi. De toute façon, dans la vie, il faut plutôt être confortable, plutôt qu'être en permanence à se forcer. Enfin, aujourd'hui, il y a un peu une forme de hiérarchie, tu vois, je trouve, dans justement le risque versus la sécurité, le confort versus l'inconfort. Je ne vois pas pourquoi c'est plus noble de se mettre sans cesse en danger. C'est pas du tout plus noble. Voilà, je tiens à le partager parce que c'est en effet pas un discours qu'on entend. Complètement raison. Complètement raison. En fait, pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est d'être en accord avec qui on est, d'être en accord avec nos valeurs, avec tout ce qui est important pour nous, tu vois. C'est ça qui est important. C'est si on a des problèmes, des difficultés, des peurs qui nous éloignent justement de cet alignement qui est souhaitable, alors ça vaut le coup de travailler dessus. Mais il n'y a pas d'injonction à avoir. Enfin, il ne faut pas être dans le « il faut que ». Non, on peut être gentil avec soi-même aussi. Comment tu as fait pour identifier ton alignement ? Je te pose la question, c'est totalement intéressé. C'est parce que, personnellement, moi j'adore travailler, voilà. Et parfois, j'ai du mal à savoir ce que je dois mettre en priorité. Et j'ai l'impression que l'envie de faire quelque chose ne doit pas être le seul indicateur de prise de décision.
Et donc parfois j'ai du mal, j'aimerais même me raccorder à une forme de matrice, ça, je sais pas si le mot est très joli, mais qui permettrait de me dire non mais en fait, je sais pas, aller à l'anniversaire de ta cousine, c'est plus important que terminer voilà, cette vidéo que tu as vachement envie de terminer. Écoute, ça me fait plaisir que tu poses cette question parce que la prise de décision, c'est quelque chose qui m'anime depuis quelques années et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. En fait. Bah génial. Mais oui, c'est le thème du livre, c'est la prise de décision. Sachant que moi, c'est parti du constat qu'on décidait de moins en moins dans nos vies. C'est vrai. On décide de moins en moins, on a tendance à s'en remettre à des applis qui vont décider pour nous, par exemple, de l'itinéraire qu'on va suivre pour aller quelque part, GPS. On va s'en remettre à des applis pour choisir le petit resto où on va manger à midi, TripAdvisor, etc., etc. Et puis, parallèlement, la société a tendance à décider de plus en plus pour nous. Donc, on nous balance de plus en plus de normes. Dans les entreprises, il y a une norme ISO, machin chose, qui décide pour nous de notre geste professionnel. J'entendais il n'y a pas longtemps à la radio que même un agriculteur ne peut pas décider de la période de l'année à laquelle il va faire ses semis. L'Europe y a pensé pour lui. Il y a des réglementations européennes. On choisit pour lui la hauteur de son tas de fumier. Il ne peut pas décider. C'est 2,50 m. Voilà, tout est normalisé. Enfin, l'agriculteur, il est sur place. C'est son terroir. Il connaît la météo mieux que personne. On peut lui faire confiance. Donc, on décide de moins en moins. Que ce soit notre propre chef, il y a un abandon de la prise de décision ou parce que d'autres décident pour nous au niveau de la société. Et je pense que c'est un vrai problème. Il faut vraiment se réapproprier notre prise de décision parce que, décider, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est ce qui nous fait évoluer. Donc ça rejoint ce qu'on dit à l'instant. Et puis 2 aussi, ça nous permet, quand on décide, en fait, décider, c'est exercer sa liberté. Si je décide, j'exerce ma liberté. C'est peut-être aussi pour ça qu'on évite de décider parce que peut-être qu'en nous, on n'assume pas notre liberté. Quoi. Le poids de la liberté. Peut-être parce qu'on lourd. a peur de prendre la mauvaise décision aussi. Tu vois, ça rejoint ta question. On a peur de prendre la mauvaise décision. Et du coup, je m'en remets à ces applis où je décide pas. Quoi, tu vois. Je tire à pile ou face et j'appelle ça le destin. Et moi, je suis convaincu que ça vaut le coup de décider, y compris pour prendre une mauvaise décision. Parce que je ne suis pas Dieu, donc si Dieu existe, mais donc j'ai aucune certitude de prendre la meilleure décision, en effet. Et parfois, c'est utile de se tromper. Tu vois, pour revenir sur mon cas personnel, peut-être que c'est une bonne chose que je me sois trompé de voie, que j'ai fait mes études dans les finances et que j'ai connu ces échecs que je décrivais à l'instant. Peut-être que c'est une bonne chose, parce que finalement, ces échecs, ils m'ont permis quoi ? Ils m'ont permis d'entamer cette démarche de connaissance de soi, de thérapie aussi à 28 ans, finalement de savoir ce que j'avais envie de faire. Et ça, c'est précieux. La plupart des gens, c'est à 50 ans qui vivent une grosse crise, la fameuse midlife crisis, tu vois. À 50 ans, burn-out, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils se disent mais quel sens a ma vie, pourquoi je fais ce métier qui me fait suer depuis 20 ans, etc. Si je me suis posé ces questions à 28 ans, c'est grâce à une mauvaise décision. Et je pense qu'on n'a pas à avoir peur des mauvaises décisions. Le pire, c'est ne pas décider. Quoi. On laisse les autres décider à notre place, on abandonne notre liberté, mais la liberté est au cœur de notre humanité. Quoi. Si je te challenge, je me mets dans la peau de quelqu'un qui aurait essuyé plusieurs mauvaises décisions, entre guillemets. Bon, c'est facile de l'extérieur de voir toi qui as pris ces mauvaises décisions, mais qui aujourd'hui est épanoui, a une forme de succès, est bien dans sa vie. Mais si une personne regrette fondamentalement une décision qu'elle a prise, qui est objectivement mauvaise, et qu'elle se dit, en fait, j'aurais aimé que quelqu'un me conseille pour en prendre une meilleure, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, plusieurs choses. D'abord, je dirais les regrets sont vains. Le passé est terminé. Donc, aujourd'hui est une page blanche. Le fait de penser à des mauvaises décisions, ça n'apporte rien à part se sentir mal. C'est un peu une recette de la dépression. En fait. Ouais, si on se lamente à répéter en boucle des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, qu'elles concernent le futur ou qu'elles concernent le passé, c'est la recette de la dépression. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je lui dirais, mais aujourd'hui, tu crois que c'était les mauvaises décisions, mais est-ce que tu en diras autant dans 10 ans ? Moi, tu m'aurais posé la question à l'époque, quand je venais de me faire licencier, que je ramais depuis 2 ans au chômage, je t'aurais dit oui, c'était les très mauvaises décisions et je m'en veux d'avoir pris ces décisions et pourquoi je me suis orienté dans ce domaine. Mais aujourd'hui, avec 30 ans de recul, je me dis c'était de bonnes décisions. C'est grâce à ça, même si j'ai souffert, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je suis, comme tu l'as dit, plutôt épanoui et heureux. Quoi. Donc, en fait, l'être humain, il n'est pas forcément capable, dans l'instant, de savoir si ce qu'il vient de vivre est positif ou pas. Quoi. Tu sais, il y a une petite histoire qui raconte ça. On la prête à la Lao-Tse, mais à mon avis, c'est une erreur. Mais bon, peu importe. C'est l'histoire d'un paysan qui perd son cheval, en fait. Il perd son cheval et donc les villageois lui disent t'as pas de chance. T'as vraiment pas de chance. C'était ton unique cheval. Comment tu vas faire pour labourer tes terres maintenant ? C'est une vieille histoire. Et il répond peut-être que oui, peut-être que non. Ça surprend tout le monde, les autres ne comprennent pas. Et puis, quelques temps plus tard, il se trouve que
son cheval fait la connaissance d'une jument sauvage. Et puis, il revient à la ferme avec la jument. Et là, il a gagné un cheval. Et là, les villageois lui disent t'as lu le pot, toi, c'est incroyable, quelle chance tu as. T'as 2 chevaux maintenant, quelle chance tu as. Peut-être que oui, peut-être que non. Là-dessus, son fils se met en tête de dompter cette jument sauvage. Hein. Donc, il monte sur son dos, cette affaire, c'est comme du rodéo, il tombe, il se casse la jambe. Les villageois lui disent t'as vraiment pas de chance, mon vieux, c'est ton fils, toi, t'as du mal à ton âge maintenant à t'occuper du champ, mais c'est une catastrophe, comment tu vas faire, c'est terrible, quelle malveine. Peut-être que oui, peut-être que non. Quelques jours plus tard, je crois que c'est une histoire russe, donc les envoyés du tsar, les envoyés du tsar viennent pour recruter les jeunes hommes en âge de se battre parce que c'est la guerre. Sauf que lui, il a une jambe cassée, il est réformé. Et les villageois disent quelle chance tu as. Et cette histoire, la conclusion, c'est que dans l'instant, il nous est impossible à nous autres humains d'avoir le recul nécessaire pour savoir si vraiment tel ou tel événement qui survient dans notre vie est positif ou négatif. Quoi. Donc la plus grande sagesse, la position la plus sage, c'est d'avoir confiance. C'est un stoïcisme exemplaire. T'as toujours réussi à... Ou plutôt, comment as-tu réussi à être de plus en plus dans l'acceptation? Il y a cette maxime de Marc Aurèle, que j'écorche toujours un peu, mais qui dit en substance que il faut savoir agir sur ce sur quoi on a le pouvoir, accepter ce qu'on ne peut pas changer et avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. Je trouve ça extrêmement difficile. C'est comment faire pour accepter une forme d'impuissance? C'est difficile, honnêtement. Moi, ce que je trouve le plus dur à accepter, ce sont les injustices. On l'a tous subi, c'est ça le plus dur. Ouais. Comment faire? Il n'y a pas de recette, en fait, si ce n'est se dire... Ok, je suis impuissant, j'y peux rien. Et à ce moment-là, moi, ce qui me permet de me raccrocher et pas être dévasté ou tomber en déprime, c'est de me dire, je peux faire confiance à quelque chose de plus grand que moi. Quoi. Alors, pour ceux qui sont croyants, ils peuvent dire, je m'en remets à Dieu. Pour d'autres, ça va être, je m'en remets à l'univers. Et en tout cas, avec l'expérience, c'est ce que j'évoquais. Dans l'instant, les choses nous semblent injustes ou nous semblent terribles ou prendre une mauvaise direction et on se sent impuissant. Et en même temps, on peut se dire que peut-être que ce que l'on est en train de vivre, y compris collectivement, par exemple, là, en ce moment, il y a plein de choses qui vont mal dans la société. D'accord, il y a plein de choses qui vont mal. Quoi. La planète, elle va mal, c'est la guerre en Europe, c'est la guerre au Moyen-Orient. Honnêtement, on peut se dire, waouh, et je suis impuissant là-dessus. Mais peut-être que l'humanité a besoin d'en passer par là pour passer à autre chose. Tu vois, regarde, je pense que si on était en ce moment en pleine Seconde Guerre mondiale, on se sentirait terriblement impuissant face à l'horreur autour de nous. Et en même temps, c'est grâce, même si c'est un peu dur à dire évidemment, mais c'est grâce à la Seconde Guerre mondiale qu'on vit en paix en Europe depuis 70 ans ou 80 ans. Donc quelque part, une fois de plus, les événements, même s'ils ne sont pas agréables à vivre et que nous sommes impuissants, peut-être qu'ils sont nécessaires, même s'ils ne sont pas positifs. Ils sont peut-être nécessaires pour passer à un autre stade, pour arriver à un éveil de conscience. Donc il suffit d'être patient. Et la confiance est vraiment essentielle. Pas seulement la confiance en soi, c'est bien la confiance en soi, mais la confiance en les autres aussi, déjà. On en parle plus rarement, mais à mon avis, ça me semble assez essentiel dans la vie. Et aussi la confiance dans ce qui nous dépasse. Une fois de plus, on appelle ça Dieu, l'univers, le hasard pour les plus ratés peut-être, mais avoir confiance, en fait. Je crois que c'est quelque chose de précieux. Qu'est-ce qu'elles t'apprennent, tes années de formateur? Qu'est-ce qu'elles m'ont appris? D'abord, faut savoir que c'est extrêmement formateur d'être formateur. Donc ça m'a beaucoup apporté à moi, même si j'espère avoir apporté aux autres. Ça, c'est le premier point. Après, ça m'a naturellement conduit à développer des compétences en pédagogie, puisque c'était mon métier. Et la pédagogie est quelque chose qui me sert aujourd'hui. Tu sais, moi, je considère que chacun de nous a au moins un talent dans la vie. Et pour certaines personnes, ce talent est caché. D'où l'intérêt d'être dans la connaissance de soi pour découvrir en fait nos talents cachés. Moi, si j'ai un talent dans l'existence, je pense que c'est un talent de pédagogue. J'aime expliquer, que ce soit par oral ou par écrit, tu vois, à travers mes romans. J'aime expliquer des choses qui me semblent utiles pour les gens. Et mon talent, c'est de prendre des choses parfois complexes et de les rendre simples. Ça, c'est ma passion dans la vie, tu vois. J'aime partager des idées, j'aime partager des techniques parfois, ce qui me semble utile pour les autres, j'aime les partager. Et moi, comme tu le sais, je le fais à travers des histoires. Pourquoi tu le fais à travers de la fiction et pas de la non-fiction? Parce que j'aime quand les idées s'incarnent dans le réel, dans la vie, quoi.
Sinon, une idée, bon, ça peut être intellectuellement intéressant, mais si on n'en fait rien, c'est un peu vain, quoi. Et donc, moi, j'écris sous forme de roman parce que mes personnages, en fait, vont traverser des choses qui ressemblent à ce que le lecteur peut traverser dans sa vie, quoi, même s'il est différent, quoi. Et du coup, il va apprendre de manière métaphorique, en se projetant dans le personnage. Donc, je bâtis mes personnages de manière très, très précise, quoi, pour que l'identification fonctionne. Et à ce moment-là, la personne apprend à travers sa lecture sans même s'en rendre compte, en fait. Tu vois. Donc, qu'est-ce que tu te dis avant d'écrire un livre, par exemple, juste avant d'écrire Un monde presque parfait? Tu te dis, voilà le message que j'ai envie de faire passer, voilà l'idée générale. Et ensuite, tu définis quels vont être les protagonistes qui vont partager ce message. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je suis animé par la volonté de partager des idées qui me semblent utiles pour les gens. Et ça devient presque une obsession. Et donc, il faut que je trouve une histoire. Et c'est le cours du boulot, il est là pour moi. Il faut que je trouve une histoire avec, comme tu dis, des personnages, une intrigue qui vont porter ces messages, quoi. Ça, c'est vraiment le gros du boulot. C'est là, moi, un livre, je mets grosso modo 2 ans pour l'écrire, dont une grosse année, entre 1 an et 1 an et demi, pour créer l'histoire, simplement créer l'histoire, les personnages, de façon à ce que ce soit efficace en termes de partage des informations. Et après, j'ai 6 mois d'écriture seulement. Ça ressemble à quoi une de tes journées pendant cette année et demie de construction? Eh bien, d'abord, ça m'habite en permanence. Quand je dis en permanence, c'est même la nuit. C'est si je me lève la nuit pour aller aux toilettes, tout de suite j'y pense. Et souvent, c'est une période propice pour écrire au milieu de la nuit, pour écrire une idée, parce que les idées viennent facilement, quoi. Allez, Joël Dicker, que j'ai reçu sur ce podcast, commence ses journées à 3h du matin. Ah oui. Parce que c'est là, apparemment, où il a le plus d'inspiration. Ah ouais, mais c'est magique, la nuit. Ouais. Et donc, sinon, je suis habité par ça en permanence. Donc, j'ai pas vraiment des horaires de bureau, tu vois. Et puis, en plus, quand je suis dans la phase créative, pas d'écriture, mais la phase créative, c'est rarement à mon bureau que ça se passe. Mon bureau, j'y vais pour noter, tu vois, pour prendre des notes. J'ai chez moi des très grandes feuilles de papier à dessin sur lesquelles je note mes idées, parce que mes idées me viennent dans le désordre. Donc, je note ça aux 4 coins de la page, puis après, je fais des liens entre les idées, quoi, qui peuvent se réunir. Je marche beaucoup dans la nature. C'est aussi pour ça que j'ai quitté Paris. C'est dans la nature, en fait, que je me reconnecte à moi-même. Et aussi, j'allais dire, la nature m'aide à lâcher prise sur l'ego, quoi. Tu vois, parce que pour moi, écrire un livre, c'est pas une démarche égotique, quoi. D'abord, on n'écrit pas pour soi, sinon on écrit un journal intime. Et puis aussi, j'ai cessé de croire que les idées venaient de mon cerveau, quoi. Ah ouais? Ouais. Tu rejoins Elizabeth Gilbert qui pense que les idées appartiennent à un domaine presque divin? Oui, puis j'ai vécu des choses qui me le prouvent, quoi. Dis-nous. Écoute, j'étais en train d'écrire un de mes romans qui s'intitule « Je te promets la liberté ». J'en étais au tout début de la phase créative, donc je savais juste que l'histoire se passait sur un bateau. Toute l'histoire se passe sur un bateau, c'est un bateau-restaurant. Et une idée me traverse l'esprit immédiatement, c'est que l'héroïne est originaire de Djibouti. Moi, je suis dans une posture d'accueil, donc je note sur mes feuilles de papier à dessin. Ok, le Djiboutienne, très bien. Puis j'avance, puis au bout de 7 mois, 8 mois, je me dis... Au fait, j'aime que les choses aient du sens quand même. Quel sens ça a qu'elle soit originaire de Djibouti alors que le bateau reste amarré sur la quai de la Saône à Lyon, où l'histoire se passe en France, donc ça rime un peu à rien qu'elle soit djiboutienne. Et là, j'ai l'idée de lancer une recherche étymologique sur le mot Djibouti. Et j'apprends que Djibouti, ça vient de l'arabe ancien et ça signifie « est-ce que le bateau est arrivé ?» Mais je parle pas arabe. Ça peut pas venir de mon cerveau, c'est pas un calcul de ma part, tu vois. Je sais pas d'où ça vient, mais... Et donc, quand on marche dans la nature, je te disais, notre ego se dissipe, tu vois. Et on devient humble. D'ailleurs, humble, c'est la racine latine de humble, c'est l'humus, en fait, c'est la terre, quoi. Donc, quand on est né sur la terre, au contact de la terre, dans la nature, on est humble. Et donc, on accepte d'être qu'une petite poussière dans l'océan, tu vois, une poussière d'étoiles, comme dirait Hubert Reeves, quoi. Et de cette posture assez humble, en fait, on se connecte assez facilement, ou plus facilement, je dirais, à la source, ou à penser comme on veut. Et moi, les idées me viennent plus facilement quand je marche dans la nature, quoi. Après, je rentre à mon bureau et je note tout. Aujourd'hui, tu sais tout ça parce que tu as l'expérience de plusieurs livres. Comment ça s'est passé la première fois Comment s'autoriser à devenir écrivain? Alors, d'abord, moi, je ne l'ai pas mis à un niveau identitaire au début. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais consultant formateur. J'aimais mon métier. J'ai décidé d'écrire un livre et non pas d'être écrivain parce que je voulais partager, je l'ai dit. Et je voulais partager des choses parce que moi, j'avais 15 ans de travail sur moi, de développement personnel et aussi, au-delà de ça, de voyage, parce que pendant toute une période de ma vie, je me cherchais des mentors. Je croyais que les réponses seraient à l'extérieur de moi-même et que j'allais rencontrer des personnes miracles qui allaient me dire comment mener ma vie, tu vois. Donc,
je me cherchais des mentors, donc puis j'avais pas de conscience écologique, donc j'hésitais pas à sauter dans un avion pour aller aux États-Unis ou en Asie, rien que pour rencontrer un sage et revenir 3 jours plus tard, tu vois. Donc j'ai rencontré plein de gens et j'ai reçu beaucoup. Et au bout d'un moment, tu sais, quand on reçoit beaucoup, on se dit, l'information, elle appartient à personne, hein. Et il faut partager, quoi. Et j'avais envie de partager. Et puis aussi, je me disais, tout le monde n'a pas les moyens de faire ce que j'ai fait, tu vois, d'aller aux 4 coins du monde pour rencontrer des personnes intéressantes qui peuvent nous nourrir, quoi. Donc j'ai voulu écrire un livre pour partager, mais j'ai pas voulu devenir écrivain. C'est par la suite, en fait, en écrivant, donc très rapidement, j'ai réalisé que j'adorais écrire. Et à un moment donné, il a fallu choisir, parce que je souhaitais encore continuer après la publication de mon premier livre à garder mon métier que j'aimais, mais en fait, j'avais pas imaginé que ce livre serait aussi un succès à l'étranger, quoi. Et donc, j'allais être appelé en Lituanie, en Turquie, enfin un peu partout, quoi, à voyager. Et là, c'était ingérable, quoi. Je pouvais pas. Donc, il a fallu choisir, il a fallu décider. Et donc, j'ai décidé d'arrêter mon ancien métier, même si je l'aimais, pour aller vers celui-là que je découvrais, pour lequel je m'enthousiasmais. Comment tu décides ? Parce que j'ai pas l'impression que tu as un processus forcément hyper rationnel tel qu'il est conseillé aujourd'hui. Écoute, tu es très, très fine, tu as une perception très aiguisée, parce qu'en effet, autrefois, j'avais un processus de décision rationnelle. Je suis quand même de culture scientifique. Donc avant, j'allais lister des critères, j'allais les hiérarchiser, les pondérer, tout ce que tu veux. Puis parfois, je prenais une mauvaise décision, quoi. Aujourd'hui, j'y vais à l'intuition. C'est-à-dire, en fait, je fais plus tout ça, je liste plus les critères. Aujourd'hui, je me dis... comment je le sens. Ça peut sembler bizarre, hein, totalement irrationnel, mais ça marche beaucoup mieux. Et ça se travaille, ça se muscle ? Oui, parce qu'en fait, l'intuition, contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le corps. C'est d'où la question comment je le sens, d'ailleurs. Alors pour moi, ça se passe beaucoup dans le ventre, mais pour d'autres, ça peut être ailleurs, ça peut être dans les mains, ça peut être n'importe où dans le corps. Donc c'est intéressant de se connaître, de se reconnecter à son corps. D'ailleurs, il y a plein de techniques, hein, pour ça, de méditation, de danse, tout ce que vous voulez. Et en fait, voilà, quand on est bien en contact avec son corps, on peut être à l'écoute des petits changements et des ressentis. Donc par rapport à une décision, on peut vraiment se poser la question comment je le sens. Et en général, la réponse vient assez facilement. Je peux te donner un exemple si tu veux. Il y a quelques années, j'étais en train d'écrire, c'était en septembre 2019, j'étais en train d'écrire Intuitio, c'est un roman qui parle d'intuition, comme son nom l'indique. Mon éditeur m'appelle et me dit est-ce que ton livre sera prêt pour être publié dans un peu plus d'1 an ? Il voulait le publier en octobre 2020. Je lui dis oui, tout à fait, j'aurais fini, je vais commencer l'écriture. Donc je savais que j'en avais pour 6-8 mois. Donc je lui dis oui, il sera largement fini, on peut le publier en octobre 2020. J'ai à peine formulé ma réponse, Louise, que je ressens quelque chose de super lourd dans mon ventre. C'est lourd et désagréable et je sens que c'est négatif, quoi. C'était lourd, quoi. Et donc il était toujours en ligne. Alors je lui ai dit écoute Philippe, le livre sera prêt, mais je le sens pas en fait de le publier en octobre 2020. Me demande pas pourquoi, je le sens pas. Il me répond écoute c'est pas très rationnel, mais je vais pas te forcer, donc tu veux le publier quand ce livre ? Je lui dis écoute on va décaler de quelques mois, on va le mettre au printemps 2021. Il dit d'accord. Donc ça c'était septembre 2019. 3 mois plus tard, le Covid apparaissait sur Terre. Et 1 an plus tard, donc à la date initialement envisagée pour l'apparition du livre, 2e confinement, toutes les librairies de France étaient fermées. Ça aurait été un flop, quoi. J'ai juste écouté mon feeling, c'est simple, hein. Quelles sont les différentes obsessions qui t'ont traversé Est-ce que tu les as toutes traduites en livre ? Je traduis en livre, en effet, ce qui m'obsède, ou en tout cas ce qui m'anime. Et je sais qu'un thème m'anime quand j'y pense souvent et que ça me donne envie de lire des tas de bouquins autour du thème en question. Ça te passionne. Ça me passionne, voilà, exactement. Donc ça, voilà, ça m'anime. Après... j'écris, je décide d'en faire un livre si ça me semble utile pour les gens. Parce que je peux avoir un truc qui m'anime moi et qui n'intéresse pas forcément les autres ou qui ne serait pas utile aux autres. Donc là, je ne vois pas l'intérêt d'en faire un livre. Donc tu as fait Intuitio sur l'intuition. Oui. Le réveil sur le rapport entre sécurité et liberté. Oui. Le monde presque parfait sur la prise de décision. Oui. Qu'est-ce que tu as fait d'autre que j'oublie ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Mes 2 premiers livres, L'homme qui voulait être heureux et Les dieux voyagent toujours incognito, sont très centrés autour de se libérer de ses peurs. Le jour où j'ai appris à vivre, c'est un livre qui tend à démontrer, en fait, à ce qu'on prenne conscience du fait qu'un être humain est un être de lien et que donc il est vain de chercher à être heureux tout seul dans son coin parce que finalement nous sommes reliés les uns les autres et on ne peut pas s'exclure en fait de ce lien. Et finalement, quand je participe au bonheur de l'autre, ça va me rendre heureux, quoi. Donc le bonheur ne peut pas être une démarche égoïste. Après, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre ? J'ai écrit Le philosophe qui n'était pas sage, qui est une satire de la société occidentale moderne.
Je te promets la liberté, c'est un livre autour de l'énéagramme, qui est un modèle de typologie de personnalité qui est assez passionnant. Pourquoi l'énéagramme plus que le MBTI, par exemple, que moi j'adore? Ouais, non, mais j'aime bien le MBTI aussi. L'énéagramme, c'est un truc assez fascinant parce que c'est le plus ancien modèle de personnalité au monde. Ah d'accord. Okay. On n'en connaît pas l'origine, donc il y a une dimension assez mystérieuse, ce qui, tu le vois, est très dramaturgique. Voilà, certains ont peut-être l'origine à Pythagore, enfin, on ne sait pas en fait. Et surtout, c'est un outil qui est extrêmement puissant. En fait, ce qui fait l'intérêt d'un modèle de typologie, c'est sa proximité à la vérité, quoi. Puis aussi sa facilité d'utilisation. Donc là, c'est pas gagné avec l'énéagramme, c'est assez complexe. Par contre, c'est extrêmement proche de la réalité. Donc ça en fait un outil très riche. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, l'énéagramme? L'énéagramme, l'énéagramme, ça a occupé 10 ans de ma vie quand j'étais consultant. Je me suis pris de passion pour ce truc-là. Qu'est-ce que ça m'a appris à comprendre le fonctionnement de ma psyché. Et ça m'a appris surtout à comprendre ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que nous ne sommes pas notre personnalité. L'immense majorité des gens croient que leur personnalité, c'est eux. En fait, non, notre personnalité, c'est une interface entre nous et le monde. C'est quelque chose, en fait, qui nous permet de nous adapter au monde. Et c'est utile, en effet, de nous adapter au monde. Donc, ça nous fournit, finalement, une sorte de clé de décodage du monde, donc avec un paquet de croyances qui va de pair. Ça nous permet de nous adapter au monde, mais paradoxalement, ça nous éloigne un peu de qui nous sommes. Tu vois, moi, par exemple, ma vision du monde, je l'ai dit, était le monde est dangereux. Ma personnalité s'articule autour de ça. Donc, toutes mes peurs que j'avais, que j'ai citées, etc. Et en fait, le monde est dangereux, c'est une illusion, c'est une croyance. D'accord ? La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Mais l'être humain ne supporte pas de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Du coup, on préfère donner un sens erroné, et nos croyances nous servent souvent à ça, d'ailleurs, plutôt que de ne pas savoir. On préfère même croire que le monde est dangereux plutôt que de se dire « je ne sais pas ». Pourquoi ? Parce que si on a ce genre de croyances, même négatives, entre guillemets, en l'occurrence, eh bien on va développer des stratégies pour se protéger. Moi, j'avais une stratégie d'évitement, je te l'ai dit, je me planquais de tout. D'accord ? Donc c'est plus acceptable, bizarrement, pour un être humain de se dire « je ne sais pas » et je vais m'adapter aux circonstances. Et ça, c'est super dur d'accepter qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. Donc notre personnalité nous donne, et c'est précieux quelque part, en effet, une manière de nous adapter au monde, mais à un moment donné, c'est utile aussi de retirer cette paire de lunettes, tu vois, au verre assez opaque que constitue notre personnalité, donc se libérer de certaines de nos croyances, même de toutes nos croyances si possible, pour être avec la réalité telle qu'elle est. Et tu vois, moi, je dis souvent, si tu dis de moi, Laurent Gounel est un homme peureux, d'accord, tu vas parler de ma personnalité. Et je ne peux pas le nier, parce que oui, c'est vrai que je suis plutôt peureux, en effet. Et en même temps, tu dis rien de moi. Mes peurs dans la vie, c'est ce qui m'a empêché d'être moi-même. Il a fallu que j'apprenne à me libérer, peut-être pas toutes, mais en tout cas de la plupart de mes peurs, pour pouvoir oser exprimer qui je suis, pour pouvoir faire ce qui me tient à cœur dans la vie. Tu vois, donc je me coupais avant. Donc notre personnalité, c'est utile, moi je dirais, surtout au début de vie. Et après, c'est intéressant de comprendre que nous ne sommes pas notre personnalité et qu'on peut petit à petit se libérer de toutes ces croyances et de certains schémas qu'elles nous imposent. Pourtant, je trouve ça presque paradoxal avec ce que tu nous disais sur le fait que quand ta deuxième fille est née, tu t'es tout de suite rendu compte qu'elle n'avait pas la même personnalité que la première. Oui. C'est bien qu'il y a une part d'inné dans la personnalité. Oui. Et comment peut-on dire que la personnalité, c'est ce qui nous permet d'affronter le monde, alors même qu'on la distingue avant qu'on ait l'opportunité de se confronter au monde. Oui, en fait, on ne sait pas d'où ça vient la personnalité. On sait que c'est inné, d'accord ? Ça se manifeste dès les premières secondes de la vie, mais on ne sait pas d'où ça vient. Parce que d'ailleurs, on dit c'est inné, mais ça se trouve, c'est acquis dans la vie intra-utérine. Si ça se trouve, ça correspond à une coloration de l'âme et c'est en nous pour l'éternité, d'accord ? On ne sait pas, c'est ça la vérité. Tu vois, je crois qu'il faut être humble dans ce domaine. Mais par contre, on peut évoluer. C'est-à-dire, tu vois, moi, j'ai toujours une personnalité centrée sur la peur et je l'aurai toute ma vie. La question n'est pas de me défaire de ça, de changer de personnalité. Je ne pourrai jamais changer de personnalité. Mais je peux évoluer au sein de ma personnalité. Et à un moment donné, tu vois, si chacun de nous évolue dans sa problématique, qu'elle soit de peur, de colère, d'image ou autre, eh bien, à un moment donné, c'est comme si on se rejoignait, tu vois, chacun gravissait une pyramide à partir d'une base différente, tu vois. Et quelqu'un de très évolué dans la vie, je dirais sur le plan psychologique, on verra même plus sa personnalité, tu vois. Il sera très proche d'une personne qui a une personnalité très différente, mais qui aura, elle aussi, évolué, tu vois. Je sais pas si je m'exprime bien. Ouais. Est-ce que le développement personnel t'a déjà déçu ? C'est difficile de généraliser à partir d'une nominalisation. Toi. Le développement personnel, pour moi, c'est une espèce de gloubi-boulga dans lequel on met des tas de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tu vois, on l'a évoqué tout à l'heure. Tu vois. Moi, c'est même pas que ça me déçoit, c'est que je trouve qu'il y a un certain danger même à utiliser le développement personnel à des fins de
performance, tu vois, pour réussir dans la vie, pour atteindre des objectifs, etc. Je trouve ça même hors sujet. Pour moi, c'est pas le développement de la personne. Donc, c'est du faux développement personnel. Est-ce que la performance est à ce point-là antinomique avec la personne? Enfin, est-ce que l'accomplissement d'actions ne permet pas aussi la réalisation de soi? Alors, déjà, on peut accomplir des actions, se réaliser sans être performant. C'est vrai. Tu vois, moi, j'ai parfois des journalistes qui font le lien entre le succès de mes livres et leur qualité. Je suis convaincu que mes livres sont de qualité, mais ils ne sont pas de qualité parce que j'ai du succès. Je connais des auteurs qui ont quasiment pas du tout de succès avec leurs livres et qui écrivent des merveilles. Il n'y a pas de lien entre la qualité et le succès. Sinon, McDonald's aurait 3 étoiles au Michelin. D'accord ? C'est vrai. C'est très bien dit. Non, mais je serais curieuse de savoir quel est ton rapport à la performance, parce que je vois quand même... Après, bon, là aussi, c'est peut-être juste une question de vocable, mais j'ai quand même l'impression que le fait de progresser, c'est ce qui nous drive et ce qui nous rend potentiellement plus heureux. Comment est-ce que toi, tu perçois le bonheur s'il est indépendant de toute performance et ou de progression? Alors, tu vois, en fait, c'est une fois de plus une question de définition du sens qu'on donne au mot. Tout dépend de ta définition de la performance. Parce que tu as assimilé, il y a une seconde, la performance au fait de progresser. Alors, si c'est ça, oui, à fond, bien sûr. La performance, dans ce cas, est ce qui nous rendra heureux. Parce que je suis absolument convaincu, je l'ai un peu partagé tout à l'heure, ma vision du monde est que je pense que nous nous incarnons pour apprendre des choses, pour évoluer, pour permettre à notre âme de se réaliser, de se connaître et d'évoluer. Je pense qu'on a des choses à apprendre sur Terre. Donc évidemment, il ne faut pas se couper d'un apprentissage, tu vois. Maintenant, pour moi, mais ça c'est ma définition, chacun a mais la on est là pour définition. parler de toi, Voilà. de toute façon. Pour moi, évoluer distingue de la notion de performance, parce que je ne mets pas d'indicateur d'évolution, si tu veux, tu vois. Moi, par exemple, si je sais pas, tu prends une personne qui se met facilement en colère, ben, si elle parvient à moins se mettre en colère quand quelque chose l'agace, ben, c'est qu'elle a appris, c'est qu'elle a évolué. Mais on peut difficilement mettre un indicateur de performance par rapport à ça, tu vois. Parce que souvent, quand on dit performance, on pense à des résultats, tu vois, la performance d'entreprise, on pense à des chiffres, à des résultats chiffrés, enfin, tu vois, mais alors que non, il y a des tas de choses qui ne se mesurent pas. Et d'ailleurs, je pense que la plus grande évolution pour un être humain, c'est sur un plan vraiment personnel, tu vois. C'est évoluer dans nos comportements, dans nos attitudes, par rapport à la gestion de nos émotions, par rapport à la maîtrise de nos colères, par rapport au lâcher-prise sur le regard des autres, pour ceux qui sont très sensibles à leur image. Mais il n'y a pas d'indicateur de performance par rapport à ça, tu vois. C'est plus, une fois de plus, un ressenti personnel. Tu vois, si quelqu'un est très, très sensible à ce que les autres pensent de lui ou d'elle, ben, peut-être qu'un jour, il ou elle va évoluer dans ce domaine et réalisera que ben, il ou elle est moins sensible à ça et accepte même de partager sa vulnérabilité ou de, je sais pas, publier des photos d'elle où il est moins à son avantage, tu vois. Ben ça, c'est un énorme progrès sur un plan humain. Pour quelqu'un qui a cette problématique, j'entends, tu vois, mais on peut pas le mesurer en termes d'indicateur de performance, quoi. Pourquoi tu penses qu'on est dans une société où la mesure a de plus en plus de place? C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir une réponse, honnêtement. En fait, j'ai un peu le sentiment qu'à notre époque, on cherche à contrôler beaucoup de choses. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on met des normes dans tous les sens. On veut à tout prix éviter l'échec. Et je pense que ça vient de là, en fait. Et puis je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut foutre un peu la paix aux gens. Et se foutre un peu la paix à soi-même aussi. On embrasse Fabrice Midal, que j'ai reçu. Ouais, complètement. C'était un très bon nom, foutez-vous la paix quand même. Mais oui, le titre est extraordinaire. En tout cas. Quels sont les plus grands écueils que tu as vus au cours de tes années de formateur auprès des personnes que tu accompagnais? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des schémas, des idées reçues qui desservaient les personnes que tu accompagnais plus qu'elles ne les servaient? Tu vois, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'identification à l'ego. En fait, l'ego, c'est cette part de nous qui cherche à prouver aux yeux de tous qu'on est unique, qu'on est compétent, beau, intelligent, tout ce que tu veux, tu vois, performant peut-être, et puis surtout qu'on est meilleur que les autres. Cette part de nous qui nous pousse à essayer que les autres voient qu'on est meilleur que les autres. Tu vois, on cherche à se distinguer. Et ça, c'est une part de nous qui a très peur, en fait.
et qui ne sait pas que notre valeur est intrinsèque et que finalement, personne n'attend de nous qu'on soit le meilleur, la meilleure, unique, etc. Notre valeur, elle est intrinsèque, si tu veux. Mais ça, je pense qu'il faut avoir traversé comme moi de lourds échecs dans la vie pour le savoir, quoi. Pour comprendre que les gens ne nous aiment pas pour ce qu'on réussit, tu vois. Ils ne nous aiment pas pour notre performance, ils ne demandent pas qu'on soit meilleur que d'autres ou unique ou je ne sais quoi encore. Et en fait, cette identification à l'ego, en fait, tu vois, cette obéissance, on pourrait dire, à l'ego, devient vite un esclavage, et ça nous rend paradoxalement malheureux, tu vois. Moi, maintenant que je suis un peu connu, si tu veux, je suis amené régulièrement à rencontrer des personnes célèbres, et quand tu les connais un petit peu mieux, tu te rends compte qu'en fait, la plupart sont super malheureux, quoi, parce qu'ils ont peur que ça s'arrête, parce qu'ils s'identifient à leur succès, donc ils ont peur que ça s'arrête, quoi. C'est horrible. Alors quand tu sais que la plupart des jeunes, il y avait un sondage qui a montré ça il y a quelques années, ont un rêve dans la vie, c'est de devenir célèbre. Ouais. Quand tu connais les gens célèbres, tu as envie de leur répondre non, en fait, tu n'as pas envie de ça, crois-moi, quoi. Mais ça, c'est l'identification à l'ego. Toi, notre ego chope tout ce qui est valorisant. Notre ego, alors, ça peut être son métier, mais ça peut être son apparence physique. Mais en fait, nous ne sommes pas ça, quoi. J'avais fait tout un TEDx là-dessus. On n'est pas à son métier. Moi, j'ai un métier valorisant aujourd'hui, je suis auteur à succès. Ok, la belle affaire. Mais quand j'étais chômeur de longue durée, il y a 30 ans, est-ce que j'avais moins de valeur ? Honnêtement, non. Moi, j'étais le même au fond de moi, si tu veux. Mais est-ce que tu te sens pas mieux dans ta peau quand même, maintenant que t'as... Tu vois, il y a quand même... Je peux pas mettre sur le même plan. C'est très difficile, je pense, pour beaucoup de gens à accepter que potentiellement, c'est du pareil au même d'être chômeur en dépression et auteur à succès, tranquille. C'est pas du tout le pareil au même, je me suis mal exprimé. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas mon succès. D'accord ? Peut-être que demain, mon succès s'arrêtera. Tu sais, dans le domaine artistique, tu as du succès à un moment donné, puis un jour, ça s'arrête. J'ai des amis qui ont eu énormément de succès, et ils n'en ont plus aujourd'hui. Ils ont toujours autant de valeur. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas confondre le résultat de nos actions en termes de succès, de réussite, et notre valeur intrinsèque. Et donc, quelque chose d'important dans la vie, pour moi, c'est de ne pas s'identifier à ça, à nos résultats, si tu veux. Tu vois ? C'est important pour moi d'exprimer qui on est. Moi, j'étais pas à ma place quand j'étais chômeur, pas plus que lorsque j'étais financier. Si je n'exprimais pas du tout qui je suis, je ne me réalisais pas, j'étais malheureux comme la pluie. Donc, je ne dis pas que c'est la même chose que d'être auteur à succès. Mais ce qui fait que je suis épanoui aujourd'hui, c'est pas d'être auteur à succès. Avant ça, il y a 15 ans, j'étais consultant. Je n'étais pas consultant à succès, j'étais un parfait inconnu. Et je me réalisais. Et je te garantis que j'étais tout aussi heureux qu'aujourd'hui. J'étais le même déjà. Et ça, j'étais le même aussi quand j'étais au chômage. Mais surtout, j'étais heureux. Je ne suis pas plus heureux depuis que j'ai du succès. Vraiment, sincèrement, hein. Je sais que beaucoup ne me croiront pas en m'entendant dire ça, mais c'est la stricte vérité. D'ailleurs, ma vie n'a pas changé. Je me suis aussi beaucoup méfié du succès, parce que je connaissais ce risque de l'identification à l'ego, si tu veux. Comment tu le connaissais ? Des personnes que tu as rencontrées ? Non, par mes lectures, oui, pas aussi par des rencontres avec des sages, etc. Mais tu sais, on parle de succès, mais c'est vrai pour tout. Notre ego peut aussi s'identifier à notre apparence physique. Oui, tu vois, j'ai reçu... Je sais qu'en plus, vous avez le même attaché de presse, mais j'ai reçu Adrien Carambeu sur ce podcast. Ouais. Et c'était vraiment une question que je me posais, parce qu'en plus, elle a 48, peut-être même 50 ans. Mais elle, tu vois, son discours, c'est de se dire, oui, maman, en fait, on m'a toujours considéré pour ça, et je vois pas le problème. Et voilà, il y en a qui savent écrire, il y en a qui sont beaux. Tu vois, elle mettait ça sur le même plan. Moi, je peux lui dire quel est le problème. Le problème, c'est qu'elle est encore assez jeune. Maintenant, dans 10 ans... plus grand monde ne dira d'elle qu'elle est belle, si tu veux, physiquement, tu vois. Oui, d'après les standards. Maintenant, si elle s'est identifiée à sa beauté, si elle s'est dit « je suis ma beauté et ma valeur sur Terre est liée à ma beauté », elle est morte. Elle est vraiment morte. Si tu sais que c'est cuit, mais c'est horrible. Ouais. Franchement, c'est moi ce que je lui ai dit, hein, mais après, elle avait l'air d'être à l'aise avec ça. Tu vois, ce qui serait intéressant que tu interroges des personnes âgées. Ouais. Des personnes qui ont perdu la beauté physique. Ouais. Et tu leur demandes, tu leur poses la question suivante. D'abord, tu leur dis, est-ce que vous êtes plus heureuse aujourd'hui ou à l'âge de 20 ans ? Et tu verras 90% des gens te diront, je suis plus heureux à 60 ans ou 70 ans qu'à l'âge de 20 ans. Moi, c'est mon cas, hein. Je suis moins beau qu'à 20 ans. J'ai perdu les 3 quarts de mes cheveux, j'ai la peau devient flasque et tout, mais je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans. D'accord ? Donc, c'est indépendant de la beauté physique. Et tu demandes-leur aussi, est-ce qu'ils se sentent plus eux-mêmes qu'à l'âge de 20 ans ? Et là, quasiment 100% des gens te répondront à 60 ans, je me sens plus moi-même aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans. Pourquoi ? Parce que précisément en avançant en âge, la vie nous aide à nous libérer de notre ego. Si on s'identifie à son métier, on se retrouve à la retraite. Et là, on réalise qu'on
On existe indépendamment de son métier, même si on avait un métier valorisant. On s'identifie à sa beauté physique, on a perdu la beauté physique. Et au bout d'un moment, alors pas tout le monde, malheureusement, il y en a qui vont s'accrocher à ça jusqu'à leur dernier jour, ils seront malheureux comme les pluies, mais beaucoup de gens, heureusement, vont lâcher prise. Et à un moment donné, vont accepter le fait de ne plus être beau ou belle physiquement et se dire, mais finalement, la vie continue et finalement, ma valeur, elle est ailleurs. Et c'est une libération à ce moment-là. Comment on peut éviter d'avoir à attendre la retraite pour les personnes qui nous écoutent, pour réaliser que notre valeur ne dépend pas ne dépend ni de ce qu'on fait, ni de ce à quoi on ressemble. Et je vais reprendre cet exemple de l'apparence physique qui est quand même aujourd'hui, pour les personnes de ma génération, quand même particulièrement fort. Ouais. C'est, moi, je vois, notamment sur TikTok, les contenus les plus poussés, c'est des contenus qui mettent en avant des personnes qui rentrent dans les standards de beauté. Il y a une apologie de la minceur, une apologie même de la chirurgie. Enfin, il y a un tel poids et une telle importance qui est accordée à l'apparence que je pense que c'est très, très dur pour peut-être des jeunes femmes et aussi des jeunes hommes qui nous regardent de se dire, en fait, fondamentalement, je m'en fous, je vais arrêter de dépenser autant d'énergie à essayer d'avoir une apparence. C'est pas là que ma valeur repose. Ouais. C'est très dur de se libérer de ça. Je pense que c'est très, très dur. Qu'est-ce qui peut les aider à en prendre conscience ? C'est une bonne question. Alors, lisez les livres de Laurent, du coup. Ils y invitent, en effet. Qu'est-ce que tu dis à tes filles, peut-être, qui sont graves dans cet âge-là là, c'est très simple. D'abord, je choisis soigneusement mes compliments. Parce que, évidemment, que je les trouve belles, c'est normal, c'est mes filles, si tu veux. Donc, j'ai un regard biaisé. Déjà, je pense qu'objectivement, elles sont belles. Mais au-delà de ça, évidemment, comme tous parents, nos enfants sont les plus beaux. Je me souviens, à la maternité, il y avait une petite pancarte qui disait le plus beau bébé du monde existe et c'est chaque maman qui l'a. On aurait pu ajouter chaque papa, d'ailleurs, aussi. Mais bon. Et c'est la vérité. C'est la vérité, si tu veux. Mais bref, ceci étant dit, bien que ce soit mon opinion concernant mes filles, je prends soin de ne pas les complimenter uniquement sur leur beauté, parce que je ne veux pas les enfermer là-dedans. Je ne veux pas qu'elles se disent « ma valeur, c'est ma beauté ». Donc oui, je suis sincère si je les trouve jolies et que je leur dis, mais aussi sur leur intelligence, aussi quand elles réussissent un truc, aussi sur leur personnalité ou leur sagesse. C'est super important de ne pas enfermer les gens. Donc là, les enfants, il faut vraiment prendre soin. Alors, surtout si tu dis qu'à notre époque, on attache de plus en plus d'importance au physique. Alors j'ai envie de dire, si vous êtes parents, modérez fortement vos compliments par rapport à ça. Ou alors, et moi c'est un truc que j'ai toujours fait avec mes filles, parce que c'est vraiment important, de leur dire « tu es jolie » et finir la phrase en disant « ta valeur ne s'arrête pas là. Un jour, tu ne seras plus jolie et tu auras tout autant de valeur ». Et ça, il faut le rabâcher parce que l'un des processus qui installe en nous, dans notre psyché des croyances, c'est la répétition. C'est l'un des schémas qui permettent, on le sait, d'installer une croyance. Répétez ça tant que vous pouvez à vos enfants. Tu es jolie, tu es beau et ta valeur ne s'arrête pas là. Un jour, tu ne seras plus jolie, tu seras plus beau et tu verras, c'est OK, tu auras toujours autant de valeur. Vraiment, c'est essentiel de leur mettre ça dans le crâne. Tu n'as pas Instagram, toi? Enfin, écoute, un petit compte géré par ton éditeur? Écoute, voilà, il y a un compte géré par mon éditeur. Pourquoi? Moi, non. Bon, écoute, d'abord, j'ai un problème avec le principe des réseaux sociaux. Il y a un côté mise en scène de soi et moi, en vacances, regardez comme j'ai des super vacances avec des ciels bleus. Je suis entouré d'amis qui n'ont Dieu que pour moi. Je déteste ça parce que c'est pas la réalité. Parce que quand je vais en vacances, parfois il fait beau et parfois il pleut. Je suis pas entouré d'amis qui n'ont Dieu que pour moi. Et donc, ce serait mensonger. Et en fait, c'est important pour moi d'être dans ce qui est juste, quoi, de ne pas mentir, quoi. Parce que si je mens sur qui je suis, si je mens sur ma vie, ça veut dire que les gens vont m'aimer pour ce que je ne suis pas, en fait. Tu vois, si je me teins les cheveux, par exemple, on va me voir avec des cheveux bruns que je n'ai plus. Et si les gens aiment ça, c'est terrible, ça veut dire qu'en fait, ils ne m'aiment pas. Puisqu'ils m'aiment pour quelque chose qui n'est pas moi, en fait, puisque je leur mens. Donc en fait, ça va me rendre malheureux. Donc si je fais ça, je vais croire que les gens vont plus m'aimer. Parce que d'accord, ou si je retouche les photos, comme souvent les photographes depuis quelques années, je sais pas pourquoi me le proposent. C'est bizarre. C'est bizarre, tu vois. Et en fait, je refuse parce que je vais croire que les gens vont plus m'aimer et en fait, je me mens à moi-même. Parce qu'en fait, même si en effet, il y a plus de gens qui m'aiment, je saurais au fond de moi que c'est pas moi qui le vois, donc ce n'est pas moi qui m'aime. Donc plus il y aura des gens qui m'aimeront pour ce mensonge, plus je me sentirai mal au fond de moi. Et plus je serai mal dans ma peau d'apparaître même en public, si tu veux. Parce que je me dirais, mais ils vont voir qui je suis véritablement. Ça va être anxiogène. Il y a un conseil, d'ailleurs, pour tous les jeunes qui nous écoutent. Ne jouez pas à ça. C'est vous rendre malheureux. C'est la promesse du malheur, quoi. Soyez vous-même. Et vous découvrirez même qu'on vous aime encore plus, finalement. Parce que je pense que
quelque part, on aime l'authenticité, quoi. On n'aime pas les gens qui se prennent pour ceux qu'ils ne sont pas, et on n'aime pas les artifices, quoi, finalement. Et vous savez, on peut aussi aimer quelqu'un pour ses défauts, quoi. On peut aussi aimer quelqu'un pour ses défauts. Et moi, quand je prends du recul, je pense même dans mes jeunes années, les petites amies que j'ai pu avoir, finalement, qu'est-ce qui faisait que je craquais pour elles? Et bizarrement, c'est les petits défauts qu'elles avaient, y compris les petits défauts physiques. Je me souviens, j'ai une copine, elle a un petit problème à la dent, et en fait, c'était charmant quelque part. Et quelqu'un qui est juste dans les normes, c'est pas si attirant que ça, finalement, en fait. Dans les rencontres que tu as pu faire aux quatre coins du monde, lesquelles t'ont le plus marqué et pourquoi? Moi, je l'évoquais tout à l'heure, j'ai beaucoup parcouru le monde dans le passé à la recherche de mentors, donc à la recherche de gens qui avaient fait tout un travail sur eux, donc qui avaient acquis une certaine sagesse. Et moi, c'est ça qui me fascinait, en fait. Ce qui me fascinait, c'était des gens qui avaient été capables de dépasser leur peur, de surmonter leur colère, de surmonter l'injustice, de savoir pardonner. Et ça, pour moi, c'est toujours admirable. Je sais que ce ne sont pas des critères dans le monde d'aujourd'hui, hein. On ne met pas en avant des sages. Hein. Ils ne vont pas avoir des millions de followers. Mais moi, c'est ça qui m'a marqué, de rencontrer des gens qui avaient cette sagesse, quoi. C'est ça et que j'admire toujours. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré, que tu aimerais rencontrer? Beaucoup, oui. Beaucoup. De toute façon, j'aime rencontrer des gens. Tu vois, je te rencontre aujourd'hui et j'aime ça, quoi. J'aime rencontrer des gens, quoi. Et pourtant, en tant qu'auteur, ça ne doit pas faire partie non plus intégrante de ton quotidien, en tout cas en phase d'écriture. Oui, en fait, c'est un peu bizarre, mais la vie d'un auteur, c'est une vie qui est hyper solitaire pour moi, ça va être 1 an et demi, 2 ans, tu vois, l'écriture d'un livre. Puis d'un seul coup, pendant quelques mois, aller à la rencontre des gens pour des séances de dédicaces, pour des émissions comme aujourd'hui. Et là, d'un seul coup, c'est un agenda qui est rempli. Je vois des gens pendant 6 mois, grosso modo. Tu vois, donc faut pas être trop introverti non plus, quoi. Non. C'est utile d'aimer les gens dans ces cas-là. Quelle question aborde un monde presque parfait et à qui est-ce que tu aimerais le recommander? D'abord, moi, j'aime pas recommander mes livres parce que oui. ça me met en position de vendeur. Non, mais c'est moi qui pose la question. Mais tu vois, quelle personne pourrait y trouver un intérêt? Parce que c'est pas forcément pour tout le monde. Ouais. Mais à ton avis, toi, voilà, quels sujets abordés dans ce livre peuvent intéresser les personnes qui nous écoutent? Alors, le sujet central, c'est la prise de décision. Comment je prends mes décisions? En quoi finalement c'est important de retrouver mon pouvoir des décisions. Quand je dis important, le mot est faible. En quoi c'est essentiel en fait de retrouver notre pouvoir de décision. En quoi c'est une façon de se réapproprier son existence, de se réapproprier sa vie et d'exercer notre liberté. D'accord ? Ça, c'est vraiment le thème central du livre. Après, il y a un autre thème sous-jacent qui est comprendre l'évolution de notre société, notamment par rapport à l'utilisation des outils technologiques et en quoi c'est intéressant d'être conscient de l'effet sur notre vie. Pourquoi est-ce que ces outils technologiques, et j'en utilise comme tout le monde, je pense au téléphone, à toutes ces choses-là, toutes ces applis, c'est une aide, c'est des assistants dans la vie. Donc ça, c'est très bien de les utiliser comme aide, comme assistant, comme serviteur, je dirais. Par contre, attention à ce que ça ne devienne pas nos maîtres. D'accord ? Et donc, être conscient en fait de tout ça pour ensuite pouvoir doser, quoi. Alors, à qui ça s'adresse ? Je dirais que ça s'adresse à tous ceux qui ont le sentiment que leur vie leur échappe un peu, à tous ceux qui ont du mal à prendre des décisions, du mal à savoir où ils vont, du mal à savoir aussi si leur vie est vraiment satisfaisante ou pas. Tu vois, s'ils ont fait des bons choix. C'est une histoire, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'écris sous la forme d'histoire. C'est une histoire qui invite à découvrir une autre façon de prendre des décisions, qui est une prise de décision intuitive, donc à se réapproprier la décision intuitive, qui est pour moi la meilleure façon de prendre des décisions aujourd'hui. Tu vois, voilà, ce sont tous ces thèmes-là que j'aborde et que j'ai envie de partager. Moi, j'ai un extrait que j'ai particulièrement aimé. C'est sûr que c'est moi qui dois le dire. Oui. Donc, c'est une jeune femme, en fait, qui s'appelle Ève, qui dit « Est-ce qu'une machine est libre ?» Et l'autre répond « Je vois pas le rapport. » Tu dis que vos machines ressemblent de plus en plus à des humains, mais c'est exactement l'inverse. Chez vous, alors il faut préciser que lui vient d'une société, c'est un peu la nôtre dans 5 ou 10 ans, donc hyper développée, hyper connectée, quoi. Et elle a choisi un retour plutôt à la nature, de connecter à soi-même et aux autres. Donc tu dis que vos machines ressemblent de plus en plus à des humains, mais c'est exactement l'inverse. Chez vous, les humains se comportent comme des machines. Je vois pas en quoi. On vous demande d'être ultra rationnel, d'éviter les erreurs en suivant d'incessantes recommandations et finalement d'être prévisible et de vous satisfaire d'une vie confortable qui engourdit l'âme. Mais c'est pas ça être un homme, c'est tout le contraire, c'est exercer sa liberté, donc accepter de se tromper. Et on le sait depuis l'Antiquité. Cicéron, au IIe siècle avant notre ère, affirmait déjà que le propre de l'être humain est de se tromper.
Saint Augustin, au IVe siècle, disait que l'erreur est humaine. Le poète anglais Alexander Pope, au XVIIe, abondait dans le même sens. Se tromper est humain, disait-il. Oui, David, l'erreur est humaine. Et l'humain se révèle dans l'erreur. L'être humain a besoin de faire des erreurs pour apprendre, car c'est ainsi qu'il évolue. En essayant, en se trompant, en réessayant, en trouvant un autre chemin. Or, apprendre pour évoluer est au cœur de notre humanité. C'est ainsi que l'on acquiert sa liberté. Si on se contente d'appliquer des process ou de suivre les préconisations des applis pour ne pas faire d'erreur, on n'apprend rien. Et au bout d'un moment, on n'est plus un homme, on devient une machine. D'ailleurs, vous faites tout pour être aussi parfait qu'une machine. C'est ça la liberté ? Tu te dis libre, mais regarde-toi, tu ne décides rien, tu ne fais qu'obéir à tes applis. Tu te dis libre, mais sur tes réseaux sociaux, tu te soumets à la dictature des likes. Tu t'interdis de te montrer tel que tu es avec tes erreurs, tes fragilités, tes limites, tes failles, tes échecs, tes émotions négatives. Tu te dis libre, mais tu t'astreins à montrer une image faussement parfaite de toi-même, de tes vacances, de tes soirées, du temps qu'il fait, de chaque instant. On ne doit pas avoir la même définition de la liberté. Merci Laurent. Moi, j'ai trouvé qu'il était particulièrement fort et je suis même admiratif pour quelqu'un qui n'a pas de réseaux sociaux, que tu aies réussi aussi bien à en capturer l'essence, on va dire, et les dérives. J'ai une page Facebook que je gère moi-même, les autres sont gérés par l'éditeur. Ok, quand même. Bon, si je mets 3 posts par an, c'est bien, sauf en période de parution où là j'ai les informations comme des conférences et je l'utilise pour ça. En fait. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Mais écoute, ce matin, en fait, ma fille aînée va faire ses études à Paris à partir de septembre. A priori, dans le 17e arrondissement, il va falloir la loger. On m'a prévenu que c'était la guerre pour trouver un studio à Paris. Et je me suis dit, puisque c'est la guerre et qu'apparemment dans les agences, ça sert à rien, puisqu'il y a 300 candidats pour une annonce, j'ai fait quelque chose. C'est la première fois de ma vie que je l'ai fait. Je suis allé me promener dans les rues, j'y suis allé à l'intuition. Je suis rentré dans des commerces, je suis rentré dans un salon de coiffure, je suis rentré chez un maraîcher. Je leur ai dit, voilà, ma fille va faire des études l'année prochaine dans le quartier. Est-ce que par hasard, vous avez entendu parler d'un studio à louer ? Incroyable. Et voilà, et c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. J'adore. On espère qu'elle trouvera. Si tu avais une ressource, ça peut être un livre ou un film ou un documentaire qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait lequel ? Écoute, tu vois, ce qui me traverse l'esprit, et donc j'ai pris l'habitude maintenant de prêter attention. Oui, exactement. Ce sont des livres de Joseph Campbell. C'était un grand mythologue américain. Un monsieur qui a passé sa vie à étudier les mythologies du monde entier. Et il en a tiré, je dirais, la substantifique moelle. Donc il a écrit plusieurs livres qui sont souvent des retranscriptions de ses conférences d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Puissance du mythe, notamment, qui est vraiment très bien et relativement abordable. Donc, que je recommanderais. Ok, je mettrai ça dans les notes. Ça m'a beaucoup nourri. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Oh là là, on a tellement de gens. Alors, je l'ai déjà rencontré, mais je trouve que ça pourrait être sympa que tu interviewes Mathieu Ricard, par exemple. Tout à fait. Et écoute, pour l'anecdote, j'ai failli la voir, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, juste après, il est rentré là où il habite, de manière assez recluse. Donc j'espère que lors de son prochain passage dans le coin, j'aurai l'occasion de la voir. Tu as déjà échangé avec lui ? Oui, j'ai déjà échangé avec lui. Okay. Et sa sagesse pour toi est précieuse ? Oui, tout à fait. Je trouve qu'il est exemplaire à bien des égards. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? Moi, j'ai un problème avec le pouvoir en général. Et y compris le pouvoir de sa vie. J'ai pas envie de prendre le pouvoir de ma vie. Okay. Je t'aurais pas répondu la même chose il y a ne serait-ce que 15 ans. Ouais. Il y a 15 ans, j'étais quelqu'un de très proactif et je voulais en effet maîtriser les choses dans ma vie. Aujourd'hui, je suis plus humble par rapport à ça. J'accepte de ne pas tout contrôler dans mon existence. J'accepte qu'il y ait une certaine part de mystère et j'y prends plaisir. Je pense que si j'avais j'exerçais pleinement le pouvoir de ma vie serait finalement assez triste parce que prévisible. Et je commence à apprécier, à savourer même une certaine incertitude dans mon existence. J'ai envie de te poser une question bonus. Si demain, je te donnais un petit carnet vierge avec un stylo et tu pouvais y partager 3 enseignements que tu lègueras à tes filles, qu'est-ce que tu écrirais ? J'écrirais « N'écoutez pas vos peurs, écoutez votre cœur ». Je leur dirais « Le bonheur, c'est ici et maintenant ». Et je leur dirais « Ayez confiance dans les autres et dans la vie ».
Merci beaucoup Laurent pour cet échange. Merci Louise. C'était vraiment très agréable. J'ai passé un très bon moment. Ça m'a donné envie de lire ceux que j'ai pas encore lus, tes romans que j'ai pas encore lus. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur tes dernières parutions, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Oh là là, bonne question. Écoute. Sur la page Facebook très alimentée. Voilà, sur la page Facebook très alimentée, en effet. En librairie pour Un monde presque parfait aux éditions Mazarine. Oui, voilà, j'ai fait un TEDx à Marseille il y a quelques années, où je parle de certaines choses. Sinon, voilà, il y a un certain nombre d'articles de presse. Je ne sais pas trop comment répondre à ta question. Voilà, il n'est pas connecté et c'est pas grave. Bon. Il y a déjà beaucoup de partagé quand même dans tes ouvrages. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment en lisant un auteur qu'on découvre sa pensée, qu'on découvre et sa personne. Merci beaucoup Laurent. À très vite. Merci Louise.